les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. « 7h01. Bonjour, mesdames, messieurs. On est le mercredi 9 mai. Ici, Jean-Luc Magoudou. C'est le magazine de nouvelles qui entre chez vous sur les ondes de Radio Centre-Ville. Avec moi, Jean Etium. Bonjour, Jean Etium. Bonjour, Jean-Luc et bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette édition de Nos Nouvelles. Et nous sommes également en direct sur Facebook, en différé sur WhatsApp 438-395-1256 et sur YouTube également un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on aura sur le plan local, Jean-Etienne? Sur le plan local, on va vous parler de ce forum de migration et d'intégration qui concerne particulièrement les demandeurs d'asile. Vous aurez des informations sur le contenu de ce programme, qu'est-ce que les demandeurs d'asile vont avoir comme information, qu'est-ce qu'ils vont participer au niveau des autorités et des particuliers. Absolument. Et aussi le financement de ce programme, comment il s'organise. Vous allez avoir toutes les informations. Tu as parlé à l'une des porte-paroles de ce forum. J'ai parlé à Madame Pierre-Paul. Rue de Pierre BCHM. Oui, okay. Qui nous apportera des détails et des précisions par rapport à cette activité qui va se dérouler le 19 mai prochain ici à Montréal. Voilà. Et est-ce qu'on a autre chose sur le plan local? Non. Globalement, on va parler de toute ça. Cette information. On a quelques petites informations aussi concernant l'employabilité, les démarches pour trouver un emploi. Ça, c'est des informations destinées aux demandeurs d'asile, justement à Montréal-Nord, d'où nous émettons. Nous émettons depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord, tous les matins d'ailleurs. Et en Haïti, qu'est-ce qu'on aura? On parlera de séances d'interpellation ou pas. Les députés entrent en vacances lundi prochain et une tentative pour fixer une date pour la séance d'interpellation de Jacques Guy-Lafontaine a avorté. Il y a les députés de la minorité qui sont très fâchés contre le président Gary Bodo. Et Gary Bodo, le président de la Chambre des députés, va s'expliquer à ce propos-là. On parlera également en Haïti, Jean-Etienne, de... L'électricité? Oui! Et cette fois, ce n'est pas Jovenel Moïse qui en parle. Il y a quelqu'un qui est responsable de ça, c'est M. Calixte, qui dit que le marché est ouvert. Et voici son plan. Il explique ça. Pour la première fois, on va entendre quelqu'un d'autre, et non Jovenel Moïse, le chef de l'État, parler de ça. Et la lutte contre la contrebande, une cargaison, un camion, qui vaut 35 000 $ américains, bourré de styrofoam, de tous les produits qui sont interdits en Haïti et qui infestent l'environnement, qui fait en sorte que Cuba, par moment, porte plainte contre nous. Il y a une brigade de la douane qui a saisi ça. Les gens ont utilisé des armes, des uniformes de la police pour escorter ce camion, pour camoufler ça comme si c'était une patrouille de la police. Oui. Alors, ils ont réussi à mettre la main dessus. On va vous parler de ça. C'est très intéressant. Joseph Guilla-Sedelva. Ah ben oui, il est ici au Canada. Il a pris l'avion hier. Le ministre de la Culture et des Communications, justement, merci de rappeler ça, Jean-Etienne. Il est ici pourquoi? Parce qu'il y a le sommet des ministres de la Culture des Amériques. Guilla-Sedelva est ministre de la Culture en Haïti, et puis il est là, ici. Avant de partir, il a annoncé toute une série de mesures et qu'il n'est pas... Il a voulu faire comprendre aux journalistes qu'il n'est pas un ministre de la Culture pour pétrole. Il faut être haïtien seulement pour comprendre ça. Ah ben... Alors... Madame, monsieur, restez avec nous. On revient tout de suite après pour le développement de ces informations et bien d'autres.
Voilà, on est de retour pour le développement de ces informations, mesdames, messieurs. Vous écoutez le magazine Nos Nouvelles. Nous sommes sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp et YouTube. Alors, sur le plan local, Jean-Étienne, fameux forum. Alors, on l'avait annoncé en titre, le forum dont on parle concerne particulièrement les demandeurs d'asile. Parce que vous savez, quand vous êtes arrivé ici, vous êtes demandeur d'asile, il y a tout un ensemble d'informations, comment s'intégrer au fur et à mesure qu'il faut avoir. Donc, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan social, il y a beaucoup d'informations que vous devez savoir. Alors, l'idée, c'est justement... Et c'est beaucoup d'informations, il faut les donner au compte-gouttes. Hein, voilà. Aussi. L'idée de ce forum, c'est vraiment de mettre les demandeurs d'asile, d'une façon générale, à la page, de leur donner un kit d'informations où ils savent où frapper et comment. Mais la particularité de cette activité, c'est que c'est pas seulement les demandeurs d'asile qui vont être là, il y aura aussi des politiques, des décideurs qui vont venir assister à cette activité. Qui sont-ils? Oui. Au niveau municipal, provincial, fédéral? Madame Pierre-Paul n'a pas précisé exactement les noms. Elle m'a par contre expliqué que toutes les invitations ont été envoyées. Et l'idée c'est pas seulement de dire, écoutez, voilà les besoins des demandeurs d'asile. Ils vont être là sur le plancher pour regarder, pour comprendre vraiment la réalité. Et à la fin de cette activité, il y aura une déclaration qui va être faite de façon formelle par les organisateurs face à cette situation. Je vais vous proposer d'écouter les précisions de Madame Ruth Pierre-Paul sur cette activité. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle vise à apporter des éléments d'information sur les pratiques régissant l'accueil des demandeurs d'asile ailleurs. On le fait d'une façon au Québec. On a vécu quand même une période particulière et il faut s'ajuster. Donc ce forum servira aussi non seulement à informer les demandeurs d'asile, mais aussi à apporter des éléments d'information aux politiciens pour alimenter leur réflexion et les porter à envisager autrement l'accueil des demandeurs d'asile. Donc ce ne sera pas seulement les demandeurs d'asile qui vont participer, il y aura des politiques aussi? Oui, des politiciens seront aussi invités. Vous avez des noms? Les invitations ont été envoyées aux différents partis politiques. Pourquoi, selon vous, c'est important de mettre ensemble les demandeurs d'asile et les politiques? Moi, je pense que ça les invite aussi à réaffirmer leur engagement. Donc, à les inviter aussi à se positionner. Parce que de toute façon, la concertation, elle va se positionner. Il y aura une déclaration. Donc, la concertation, c'est un regroupement d'organismes, de citoyens. Donc, on fera une déclaration par rapport à nos attentes aussi. Donc, pour faire une déclaration, c'est important, c'est très intéressant que les politiciens soient eux aussi présents. Voilà, Madame Pierre-Paul. Alors, pour le contenu, il y aura effectivement des conférenciers, des explications, des kiosques pour expliquer tout ça, mais il y aura aussi la possibilité de s'inspirer d'autres modèles qui ont été adoptés ailleurs en ce qui concerne la réception ou l'orientation même des... Je croyais qu'on était champion de ça ici. Mais on va voir, il y a toujours des choses à apprendre et là-dessus, Madame Pierre-Paul va nous expliquer le contenu même de ce forum avec justement cet aspect important où on va regarder comment ça se passe ailleurs, qu'est-ce qu'on peut tirer comme modèle. Comme leçon. Voilà. Il y aura des conférences, il y aura des ateliers. Par exemple, on a une sommité de l'immigration qui sera parmi nous, Maître Stéphane Henfield, qui est un avocat spécialisé en immigration. Donc, il fera une conférence, donc ils auront à gagner, à être présents pour avoir des éléments d'information sur le processus d'immigration au Québec, au Canada. Il y aura aussi des résultats de recherche, de travaux qui seront présentés donc, sur les façons de faire qui ont été mises ailleurs, utilisées ailleurs, donc qui pourront être peut-être transplantées ici ou mises en place ici. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les demandeurs d'asile auront quand même un bagage d'informations. Et parce que lorsqu'on parle du système québécois, le système scolaire québécois, ils sont des enfants, nombreux d'entre eux, le grand nombre d'entre eux ont des enfants.
Donc, s'enseigner sur le système québécois, le système scolaire québécois, sur des ateliers sur l'intégration à la société d'accueil, et par exemple la santé et les services sociaux, la protection de l'enfance. Vous savez, lorsque vous vivez en Haïti, la culture permet certaines choses par rapport à l'éducation qui ne sont pas nécessairement permises ici. Donc, on aura, ils ne partiront pas les mains vides, mais, ou même pas le faire, enfin, je ne dis pas les mains vides, mais ils auront un bagage d'informations qu'ils vont recevoir le jour de ce forum. Voilà. Oui, Pierre-Paul a aussi expliqué que c'est toute une organisation derrière cette activité, on peut le comprendre. On a essayé de trouver des détails sur le financement, comment ils s'organisent pour avoir le financement pour cette activité. Elle apporte des précisions en expliquant aussi où est-ce qu'on doit se rendre pour participer à ce forum. On écoute pour une dernière fois Madame Pierre-Paul. Voilà. On invite les entreprises privées, on sollicite du monde pour nous faire part de leurs subventions, de leurs dons. Donc, c'est ainsi que l'activité a été financée. Le samedi 19 mai, au collège de Maisonneuve, c'est à partir de 9h. L'adresse, c'est le 2701, donc 2701, rue Nicolet. Donc, c'est près du métro Joliette. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean-Denis. Alors, François. Oui, bonjour Jean-Marc, bonjour Jean-Étienne. Bonjour François. Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Tu participes à ce forum? Hein? Tu participes à ce forum ou non? Non, je ne participe pas et je viens d'entendre Mme Ruth Pierre-Paul, que je connais bien, et à ce forum-là. Et puis, moi, ce que je note, et un commentaire que je voudrais faire vite. Ouais. C'est un forum qui se fait, d'après ce qu'ils disent, à l'intention des Haïtiens, tout ça. Et c'est M. Stéphane Henfield qu'on invite pour la problématique. C'est comme dans la communauté haïtienne, il n'existe pas de personnes qui maîtrisent l'immigration. Il y a des avocats haïtiens, il y a des consultants haïtiens. Alors, c'est comme on invite, mais il faut que le blanc soit là. Ça veut dire que c'est un peu ça, c'est seulement ça comme commentaire. Bon. Ben, comme vous connaissez Madame Pierre-Paul, peut-être que vous pouvez l'approcher pour voir un peu ce qui se passe, François. Oui, juste un commentaire, c'est le commentaire que je voulais faire seulement. D'accord. Alors, quelle information est-ce que tu as pour nous? Bon, alors on a 2 ou 3 informations à partager avec vous. Si on veut rester dans le cas des demandeurs d'asile avant d'aborder autre chose, on a un groupe d'avocats qui a réagi à la déclaration du ministre Garneau, et qui explique que le ministre Garneau a dépassé les droits. Bon, alors on a dit que le Nigeria est l'État qui compte le plus haut taux de mutilation génitale féminine au monde. Et ensuite, il y a 16 000 chrétiens qui ont été tués dans ce pays-là pendant les 3 dernières années. Le Nigeria, c'est le pays qui affiche le plus haut taux de persécution contre les personnes homosexuelles au monde. Et en même temps, il dit que près de 1000 personnes ont été tuées par le groupe terroriste Boko Haram. Alors, il dit qu'avant que le gouvernement Trudeau envoie des missions au Nigeria, il devrait revoir ça. Il devrait revoir, par exemple, sa collaboration avec le gouvernement nigérien, avec l'État nigérien. Donc, si au Nigeria, il y a autant de situations terribles, alors comment peut-on dire qu'on va aller au Nigeria pour demander de ne pas donner de visa, des choses comme ça. Et le Nigeria est un pays où les gens sont persécutés, et il revient seulement à la commission de l'immigration et du statut de réfugié de pouvoir, par exemple, de pouvoir décider qui va à ce moment-là, qui est persécuté et qui ne l'est pas. Alors ça, c'est plusieurs avocats spécialisés en immigration qui ont écrit cette parole, qui ont envoyé cette note-là. On peut trouver cet article-là dans le journal Le Devoir, où les gens ils disent que non, hier on en a parlé, mais ils ont fait
Ils ont fait un article une note pour préciser que le ministre était dans l'erreur. Maintenant, parlons d'emploi, parlons de situation. On a le gouvernement du Canada qui aide les professionnels de la santé formés à l'étranger à faire reconnaître leur type de compétences et leur expérience au Canada. Alors, c'est un projet, c'est une note de presse, c'est un député qui a été à Oakville, en Ontario, pour parler au nom de la ministre de l'Emploi. Il a dit que le gouvernement a décidé, il s'appelle John Oliver, au nom du ministre de l'Emploi, du développement, de la main-d'œuvre et du travail. Il a annoncé un nouveau projet qui va aider les professionnels de la santé formés à l'étranger à faire reconnaître plus rapidement leur type de compétences. Bonne chance avec le Québec. L'organisation fédérale, bon. Oui, je sais. Et la santé est de compétence provinciale, donc de la compétence du Québec. Et le gouvernement québécois a toujours dit, c'est pas nous, c'est les ordres professionnels. Les ordres professionnels, tout le monde dit, le gouvernement devrait faire quelque chose. Bon, alors on dit que la population est vieillie, et c'est toujours les mêmes arguments. Et puis il faudrait quelque chose au fond. C'est ça. Et puis, autre nouvelle, concernant les étudiants étrangers, on apprend qu'il y a des escrocs, des arnaqueurs qui appellent les étudiants étrangers pour leur dire qu'ils sont des employés de l'immigration, réfugiés citoyens du Canada. Pour éviter d'être arrêtés ou expulsés, ils doivent faire des paiements au moyen des cartes de crédit prépayées, des cartes cadeaux, des virements, des transferts électroniques. Ça veut dire que c'est l'immigration qui tire la sonnette d'alarme pour leur dire qu'il faut faire attention parce qu'on n'appelle pas les étudiants étrangers. Il y a 2 semaines, on avait donné une nouvelle concernant les demandeurs d'asile. Oui, je me rappelle. Alors, ça veut dire que maintenant, les arnaqueurs, ils vont utiliser toutes sortes de manœuvres pour essayer d'avoir de l'argent. Maintenant, ils utilisent des cartes de crédit prépayées. Imaginez. Ils ne veulent pas les cartes de crédit normales. Ils vont prendre les cartes prépayées. Alors, on dit que c'est une escroquerie. Si quelqu'un se présente comme un agent d'immigration et menace de vous arrêter, il faut seulement composer le 911 parce que l'Immigration Canada ne communique jamais avec vous en personne, en ligne ou par téléphone. Ils ne chôment pas, ces gens-là. Après les demandeurs d'asile, c'est les étudiants étrangers, les gens les plus vulnérables en fait. Oui, tout à fait. Alors c'est ça. Ça veut dire que voici où on est rendu et puis on invite les gens à faire attention parce que les escrocs, les arnaqueurs, là, ils sont un peu partout et puis il faut faire attention. Ok, merci beaucoup François, c'est tout ce que tu avais pour nous, j'imagine. Oui, c'est tout pour aujourd'hui et puis demain, on sera là encore pour vous apporter d'autres informations et pour tout savoir sur l'immigration. Oui, et puis juste merci François, et puis juste rappeler aux gens une petite information concernant les chercheurs d'emploi. Il y aura une conférence intitulée « L'employabilité » avec 4 acteurs spécialisés dans le domaine. Ça se passe mardi prochain, le 15 mai, de 9h30 à midi. C'est au 12004 boulevard Roland, c'est ici à Montréal-Nord, salle 226. Il faudrait peut-être appeler dans le 54328 4000, donc 4000, et le poste 5623 pour avoir plus d'informations. Ça se passe mardi prochain pour les demandeurs d'asile qui cherchent de l'emploi ici à Montréal-Nord, sur la rue Roland, 12004. Donc, pour aller assister à cette conférence-là sur l'employabilité. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te fait ça me parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient
étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. D'Haïti à Montréal, toutes les nouvelles des Haïtiens avec intexto.ca. Eh ben voilà, 7h23. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal et c'est le magazine Nos Nouvelles apportées par Intexto depuis Montréal-Nord, depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord. Il fait beau dehors, hein. On peut le voir d'ici. On va en profiter. Ben oui, comme hier, hein. Il faisait chaud aussi, hein. Ça fait du bien, finalement. Apparemment, il fait chaud aussi au Parlement. Qu'est-ce qui se passe avec nos députés? Ouais, ça a chauffé. Ça a chauffé hier. Il y en a qui promettent de chauffer ça de nouveau, là, tant et aussi longtemps que le président de la Chambre des députés, avec sa fameuse conférence des présidents, ne se décide pas de fixer une date. C'est tout ce qu'il demande. Hein? Jean-Robert Bossé, député d'Aquin, et Jean-Manès Louis, député de Cabaret, ce sont les deux meneurs du bloc minoritaire qui exigent que le président de la Chambre des députés fixe une date pour la convocation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et pour venir répondre à leurs questions concernant la gestion des affaires de l'État actuellement. On va d'abord écouter ces deux députés-là, Jean-Robert Bossé et Manès Louis. Comprenez bien, c'est une date nous demander. Nous va faire aujourd'hui à demain matin après demain. Yo mettre qui est tigui prend ou libre toujours jusqu'à 2 mois, 3 mois, 4 mois. Yo mettre pour 6 mois. Mais vous prenez date passer la loi. Tout autant que vous pas prendre date, c'est on se pas passer bien là. Ça demande un bagage qui difficile. Nous demander pour le fixer jour pour PM l'envie là devant nous pour l'expliquer tête li par rapport à grief nous li par rapport à corruption nous connaît qu'à pratiquer dans l'état et ça demande donc nous reconnaissons la grande majorité aveugle qui monnaie par Jacques-Guy Lafontaine qui prend l'argent malheureux qui depuis dimanche il a travaillé avec conseiller de monde qui a payé monde vinn sous monde et puis qu'on y a là nèg comprendre pas tout le monde pour imbécile nous dit nous pas imbécile nous pas imbécile nous connaissons dans l'école et nous comprenons ça qu'a fait là donc nous disons OK au moins faire un minimum de respect pour nous. Donc, respect ça lui-même, lui demander, et pas tout bagage au café. Donc, ça fait nous-mêmes, tant que vous pas fixé, joue ça, pour interpellation au Premier ministre, n'a vu là, même gens, n'a crasé, n'a brisé. Parce que son violence est tout à fait, bon, mettre là, qui dit là. Qui dit dans le Parlement comme ça, tout le monde après les gouvernements, ça pas bon, c'est corruption à pratiquer, c'est piller à payer l'argent de l'État. Où il y a, où interpelle au ministre, si on a une majorité, les revient là, que majorité dit bon pays a bien marché, que on vote pour lui. Mais on pas qu'à enlever droit nous, moi-même cabaret, moi-même sans père, mon cabaret de voter, m'entendre défendre vote mon cabaret et peuple haïtien. Pas seulement débuter pour cabaret, même si tout le pays a mal marché. Donc nèg a font bail simagri on mascarade caravane qui va payer rien. Donc nous ça va passer là encore, c'est on preuve que comme un gouvernement ça corrompu, li monnaie des monde pour venir faire toute qualité bagaille là, sauf que vous pas respecter la constitution, nous-mêmes nous camper king, nous camper ferme,
nous camper avec toute ténacité nous pour que la Constitution soit respectée. Si n'est pas ça, demain, on a fait même des bagages là. Ils annoncent clairement la violence, Jean-Luc. Oh, ouais, la même chose. Ça veut dire, tant que la date n'est pas fixée, il y aura de la casse. C'est ce qu'il a dit, clairement. Mais Gary Bodo, dans tout ça, comment il se comporte? Qu'est-ce qu'il dit? J'aimerais pas trop être à sa place, hein, comme président. Parce que les règlements intérieurs disent que c'est la conférence des présidents qui, même si c'est réglementaire, la demande de la minorité, puis ça respecte les règlements de la Chambre des députés, leur démarche, en fait. Tout le monde admet ça. Maintenant, c'est la conférence des présidents, toujours selon les règlements, qui décide de quand est-ce qu'on fixe une date ou pas, ou est-ce qu'on fixe la date en dernier lieu. Là, la conférence des présidents traîne la savate un peu, ne se décide pas, et Gary Bodo ne peut pas avancer avec ça. Nous pas fixer lui parce que le règlement intérieur c'est la conférence des présidents. Donc nous remettons à la conférence des présidents pour une date pour interpellation et nous avons un accord politique qui signe entre les 4 blocs politiques. Côté 4 blocs politiques, entendent dans l'accord politique là. Côté point 1, ils suivent que l'interpellation du Premier ministre est capable de susciter perturbation pour 3 jours de travail. Ça, nous gagnons. Deuxièmement, ils entendent pour fixer une date pour l'interpellation du Premier ministre dans la prochaine conférence des présidents. Donc, prochaine conférence des présidents, la fête probablement dans la prochaine session, ou bien tout, si il y a une urgence, le président est capable de convoquer une conférence des présidents à l'extraordinaire. Pas de problème quand même, président, puisque le ministre interpellateur fait connaître que tout le temps pas une date sous son interpellation, il a bloqué séance dans la Chambre des députés. Bon, il revient aux députés d'assumer leurs responsabilités, donc je ne vais pas commenter sur ça. Mais écoutez, il est et puis il est assez posé dans son style. On va voir ce que ça va donner. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, vous allez entendre parler de... Oui, tu as remarqué qu'il ne voulait pas commenter. Oui, il a dit de façon très claire. Ouais. Mais apparemment, il y aurait une demande du Premier ministre par rapport... Il y a un étranger au sein du gouvernement? Il y aurait ça? C'est quoi l'affaire au juste, Jean Dubois? Non, tu te souviens depuis l'affaire de remaniement ministériel? On a changé 5 ministres, là, dont Guy Delva, qui est dans nos murs, on va vous en parler, qui est ici au Canada depuis hier. Et on a changé 5 ministres. Et il y a un groupe de parlementaires qui voulaient, notamment au niveau du Sénat, qui voulaient que les dossiers les dossiers de ces ministres-là, de ces nouveaux venus au sein du gouvernement, soient transmis au Parlement afin de vérifier leur nationalité. Ouais. Hein, de vérifier qu'il n'y ait pas d'étrangers qui soient devenus ministres aujourd'hui au sein du gouvernement Moïse Lafontaine. Alors là, hier, finalement, Jacques-Guy Lafontaine, le Premier ministre, a décidé de demander à son ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, c'est Guy-André Junior François, de communiquer ces informations-là au Parlement. Pourquoi c'est à lui qu'on demande ça? Parce que justement, il y aurait des soupçons qu'il serait un étranger au sein de ce gouvernement. En tout cas, Jacques-Guy Lafontaine demande formellement et publiquement à son ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, c'est lui qui s'occupe de nous, là, hein? OK? D'indiquer au Parlement s'il est haïtien, natif natal ou pas. Oui, comme disait l'autre, s'il n'y a pas un russe... Oui, un tchécoslovaque. Ça, c'est Joseph Lambert, le président du Sénat, qui disait ça. C'est sûr qu'on aura à revenir sur cette information. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Mais sachez que on l'avait annoncé au début de l'émission que la question de l'électricité continue à garder sa place dans l'actualité. Oui, et cette fois, c'est pas Jovenel Moïse qui en parle, comme à l'accoutumée depuis un an. C'est... sont responsables de cette question, parce qu'il y a un technicien, là, ça a l'air qu'il a même un doctorat, ce monsieur-là, monsieur Calixte, dans ce domaine-là, et qui a parlé de ça, qui a parlé du plan national pour vraiment électrifier tout le pays. Dans l'immédiat, il a parlé de 200 millions de dollars comme besoin qu'il y aurait. Deuxièmement, le marché est ouvert au privé où Hydro-Québec devrait aller soumissionner, parce que c'est ouvert aux investissements privés, haïtiens, international. Tout le monde peut aller faire de la soumission. Est-ce que Hydro-Québec va aller là-bas?
On va voir. Il faudra peut-être mener la démarche. Hein? Alors, on va écouter ce reportage de Sheila Louis de Radio Métropole. Evenson Calixte, directeur général de l'Autorité nationale de régularisation du secteur de l'énergie, parle de la fin des études et de l'évaluation des réseaux. Pour le DG de l'ANARC, le bilan est très lourd au niveau de Port-au-Prince. Le réseau Port-au-Prince est un réseau qui est extrêmement désuet et le réseau de distribution est dans des conditions très critiques, côté grand pile et structure défaillante. On a besoin de 200 millions de dollars pour réparer toute sous-station, ensuite pour mettre de nouvelles lignes de transport pour capable accueillir charge là, et puis pour intégrer nouvelles technologies là. On n'a pas de réseau intelligent parce que en 2018 nous allons faire réseau agent fait il y a 250 ans. C'est ça que nous avons besoin de mettre câbles qui est capable de capacité pour gagner un réseau de télécommunications sur lui, fibre optique pour capter data, données, en même temps aussi porter ligne pour alimenter mon. Un projet ambitieux que l'ANARC veut matérialiser à tout prix. Fini les études et les évaluations, le moment est donc venu de passer à la réhabilitation des réseaux. Certes, les travaux sont énormes, d'où l'appel à manifestation d'intérêt lancé à l'intention des compagnies locales et étrangères évoluant dans le secteur énergétique. Il y a 42 compagnies qui répondent. Nous allons avoir des résultats la semaine prochaine, qui est la première étape préqualification. Ensuite, nous allons avancer avec. Nous disons que pour mettre en place mini-réseau, nous avons fait à travers un processus tout à fait transparent qui a plusieurs étapes. Dans la première étape, la préqualification. Deuxième étape, c'est vraiment des mounions pour faire offre détaillée. Troisième étape, c'est pour faire un contrat avec mounions. Et quatrième étape, c'est pour faire une licence pour être capable de fonctionner. Désormais, le secteur énergétique est ouvert aux investissements privés. Car seul, l'ANARC ne pourra réussir ce projet. Le docteur Evenson Calixte est sans équivoque là-dessus. Vous avez un produit courant, ou transporter courant en la province, ou distribuer courant et vous vendre. Donc finalement, le décret a été ouvert le secteur. Pour nous avancer avec des décrets au côté de notre secteur à tout bon. Le secteur a un pile acteur là-dedans. Ou il y a plusieurs compagnies qui vont vendre. Parce que l'objectif de nous-mêmes, nous avons besoin de rassurer nous que chaque haïtien est courant la caillou. Dans l'intervalle, plusieurs communes sont déjà électrifiées 24 heures sur 24. Se félicite le responsable qui dit travailler d'arrache-pied pour l'accomplissement de la promesse du président de la République. En attendant de voir tout le pays électrifié, écoutez, les contrebandiers ne chôment pas. Non, et vous vous souvenez, depuis le règne de Michel Martelly, il y a un certain nombre de produits, en provenance notamment de la République dominicaine, qui sont interdits d'entrer en Haïti. Notamment styrofoam, enfin vraiment des produits qui sont néfastes pour l'environnement. Et ça avait fait beaucoup de bruit. La République dominicaine n'arrêtait pas de protester, mais Michel Martelly tenait ferme. Non, vous n'allez pas déverser ces affaires-là chez nous. Alors, ça a été interdit. La mesure est maintenue depuis, sous le règne de Jovenel Moïse également. Et il y a une brigade, justement, au niveau de la douane. Ce sont des policiers, ils ont le pouvoir d'arrêter, ils portent des armes, qui surveillent ça. Alors, entre Haïti et la République dominicaine, on a 4 postes frontaliers officiels. Oui, bien précisé. Ouais, seulement 4. Mais il y a 60, et sinon plus autres points d'entrée sur la frontière qui sont pas contrôlés en fait. Donc c'est très difficile pour les douaniers, pour cette brigade-là, de surveiller. Mais finalement, ils ont fait une grosse prise hier d'une valeur de 35 000 $ américains. Écoutons. L'opération a été menée vers 11h du soir samedi au niveau du poste de contrôle de Morna-Cabri par une brigade de contrôle et d'intervention de la douane. Le directeur Jean-Jorel Janvier revient sur les faits. Ils présentent des badges comme si c'était des gens qui font passer pour des policiers qui n'ont 6 mots. Puisque nous avons main dans la main avec la police, les gens ont identifié comme appartenant à un corps. Ils ont badge pour faire pression pour passer. Nous même qui ça nous fait. Nous alerter la police. Et automatiquement, la police a information, yo bali sous toute radio pour arrêter camion ça avec tout le monde dans le camion. Yo gen radio la police à la main qui ça fait au chapitre pour yo vider les lieux quitter camion. La contrebande est un fléau difficile à contrecarrer, reconnaît le directeur de la douane. La raison en est simple, elle est bien enracinée. La contrebande est partout et implique de gros barons, fait remarquer Jean-Jorel Janvier. Il y a un pile monde qui est impliqué là-dedans. Nous t'ai dit toute catégorie socio-professionnelle impliquée, toutes les couches de la société impliquées. C'est ça qui vient faire lutte contre la contrebande, très complexe pour nous-mêmes douaniers.
Toutefois, la douane ne veut pas s'avouer vaincue. Jean-Jorel Janvier se dit déterminé à lutter contre ce phénomène en ayant la loi comme boussole. Le directeur général évoque la récente création de l'unité de police frontalière terrestre, mais malgré tout, les moyens ne sont pas au rendez-vous et les actions de la Polifront sont limitées. Nous parlons de création de task force là, nous parlons de déploiement tout, côté que lié. Nous pouvons effectif, nous besoin pour task force à tout côté, sous frontière terrestre d'abord. Pas oublier que nous partageons avec la République dominicaine 374 km de frontières terrestres. Sur 374 km ça, nous avons seulement 4 points de passage officiels. Après 4 points de passage officiels ça, il y a plus qu'une soixantaine d'autres points de passage. Haïti perd 400 millions de dollars chaque année à cause de la contrebande, notamment sur la frontière haïtiano-dominicaine. Récemment, le secteur privé a paraphé un accord avec l'État en vue de lutter conjointement contre la corruption et notamment la contrebande. On l'avait annoncé au début de l'émission, Jean-Numa, Joseph Guillet-Sedelva, le ministre de la Culture et de la Communication, est dans nos murs ici à Montréal. Ouais. Mais avant de venir, apparemment, il annonce tout un train de mesures par rapport à la culture. Ben, c'était comme... Moi, ça m'a rappelé un peu quand le chef de l'État prend l'avion, s'en va à l'étranger, puis il y a toujours une petite conférence au salon diplomatique, tout le tralala, on invite les journalistes. Enfin, c'est un tambour et trompette qu'il a pris l'avion, lui, hier, pour ici le Canada. Pourquoi il n'est pas venu visiter? Il est venu assister à comment on appelle ça, une conférence internationale des ministres de la culture des Amériques. Alors, il est venu assister à ça et avant de quitter le pays, il a annoncé toute une série d'actions et de mesures qu'il compte prendre à son retour en Haïti afin de propulser la culture. Ce qu'il a dit, Guy Delva, et le terme est fort, on est une puissance culturelle. Wow. Et de ce point de vue-là, il faut vraiment jouer notre rôle comme puissance culturelle. Il a parlé de Lemont Jean-Baptiste, vous vous souvenez, qui est mort en ce mois de mai. Mm-hmm. Il y a plein d'autres artistes aussi qui sont morts, comme Master G, comme Timano, et plein d'autres artistes de renom, et puis qui ont marqué la culture, l'imaginaire haïtien sur le plan de la culture, qui sont décédés en ce mois de mai, bien entendu à des dates différentes, à des années différentes aussi, mais toujours au mois de mai. Et Guilherme Sedelva a parlé du kiosque gentil qui va être très animé avec des films, des projections, des ci, des ça, un buste de Lemont Jean-Baptiste qu'on va retrouver sur la place Sainte-Anne ou place des artistes, quelque chose comme ça. Ça n'a jamais existé avant. C'est vraiment une série de décisions et de mesures que Guy Delva a annoncé. Moi, je m'attendais à un Guy Delva bagarreur, tapageur, mais pas à annoncer des mesures comme ça. Reste à voir s'il va les faire. Nous sommes grande puissance dans les affaires culturelles et ils reconnaissent ça à travers le monde. Et je me garantis, pendant que je suis là comme ministre culture, nous pourrons mettre en branle tout ça, nous capables de mettre en branle pour permettre que la culture pays arrive à manifester véritablement, pour que nous-mêmes, nous sommes capables de jouir de culture, nous, mais que étrangers, touristes capables de venir jouir de ça, nous capables de représenter. Et ma pas c'est déjà 14 août, vérité ça. Dans Bois Caïman, un gros événement de faire dans Bois Caïman. Quand on a mis un statut de Bookman, par exemple, même dans des triomphes fermés depuis combien de temps, ou un COP qui investit dans Triomphe. Au pays, pas arrêter l'assistant au gaspillage comme ça. Triomphe faut fonctionner. Il y a kiosque occidental. Il y a plein de monde dans le pays là, qui pas de loisir là, qu'on y a là. On a déjà annoncé chaque dimanche, sur kiosque occidental, a bien activité. Nous avons une danse, nous avons un film. Ça se bat net, il y a plusieurs côtés dans le pays. Pour nous avoir des rendez-vous, côté haïtien qui vient dans la diaspora, étranger, nous avons des rendez-vous. Il y a par exemple, Neumou Jean-Baptiste, tout on a parlé de Neumou Jean-Baptiste, de compas direct. C'est-à-dire, qui côté où j'aimerais un bus, Neumou Jean-Baptiste, auquel nous allons aller, et bien là, mettons un bus sur place Sainte-Anne, côté le premier concert, donc, vous parlez sur place Sainte-Anne, il faut gros concert, dans le mois qui vient là. Nous pourrons mettre un buste, Neumou Jean-Baptiste, sur place Sainte-Anne, côté de fait premier concert, dans les places des artistes, dans Champ de Masse. Mais pour ça, on ne va pas mettre des artistes qui marquent l'histoire pays. Mais ça coûte. On va dire aller Bois Caïman, un lieu aussi historique, pas gagner là-dedans. C'est surtout de vague. On va mettre des événements régulièrement, côté pour jouer, pour le peuple là, revaloriser la culture. Ok, pour nous revaloriser la culture pays. Et puis, dans tout site historique, nous retournons pour nous revaloriser. Reste à voir ce que ça va donner. Ah ben, c'est un peu une tentative de faire oublier
au peuple sa misère aussi. Ah ben, on va voir ça dans les commentaires. Sachez que Guy Delva a aussi fait des commentaires où il a apporté des précisions sur, encore une fois, les... Mais mine de rien, ce sont de très bonnes idées. Oui, absolument. On va en parler à la fin de l'émission. Mais il a parlé aussi sur les états généraux sectoriels, qui revient encore. Oui, il a dit qu'il ne comprenait pas et que ça le travaille un peu de voir la réaction de certains par rapport à une question comme ça qui concerne le pays. Et comme on a dit, il ne s'agit pas d'élection, il n'y a pas de pouvoir à prendre ni quoi que ce soit. Là. On est en train de discuter pays. Et Guy Delva, comme ministre de la Culture et des Communications, dit qu'il ne peut pas s'expliquer les attitudes des uns et des autres. Li paraît moi genre pas comprendre comme ça m'a dit comme si li fait pas à l'aise un pays qui dans situation comme là qui besoin d'aide ou c'est haïtien ou dit c'est vrai si me viens chita là pour pays même pas venir parce qu'il y a tel là ça comme si pas aucune explication ou capable pour ça pas de aucune excuse pour moun dire pour pas chita entre haïtiens pour nous parler aucune excuse pour moun pas venir bail pour dire mon cher pas chita pour me parler tel ou à le faire affaire que compagnie de une gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé tu vois pour le même genre de dossier Ti George WhatsApp Fanny Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service vous comptez demander un super visa venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix. Ça marche. Nos infos avec intexto.ca tous les matins sur le 102.3 FM. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. Intexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. C'est tous les matins, effectivement, comme a dit Steve, je crois. Merci, Steve. Hein? C'est une très belle voix pour annoncer ça. Alors, la dernière ligne droite de l'émission, Jean-Numa. Oui. C'est quoi que tu as comme commentaire ce matin? Deux choses. Le Parlement et ensuite Guy Delva qui est dans nos murs pour parler de culture, toute une série d'actions et de mesures. Guy Delva veut servir vraiment de beaux plats culturels à la population. Question de faire oublier sa misère. C'est la question qu'on se pose. Mais bien avant, allons au Parlement. C'est quoi le problème de fixer une date pour ça? Puisque moi, la semaine passée, j'ai entendu le président de la Chambre, Gary Baudot, dire que, écoutez, tout a été respecté dans la démarche de cette minorité, de ces députés, cette quinzaine de députés. Tout a été respecté, la démarche est légale. Moi, à entendre Gary Baudot la semaine passée, Jacques-Guy Lafontaine allait être convoqué. Au point que on a analysé ça tous les deux, Jean et Tom, tu te souviens, comment est-ce que ça va se passer? Ça va être un beau spectacle, et patati et patata. Mais là, les cas. Mais non, revirement, c'est quoi? J'ai comme l'impression que maintenant, ça devient très
politiser cette question-là. C'est plus une question de règlement intérieur de la Chambre des députés, ça devient politique. Il y a tout simplement la majorité qui refuse que leur poulain soit exposé aux questions de cette minorité et qui ont des députés qui ont des questions pour Jacques-Guy Lafontaine. Là, ça devient politique. Tout a été respecté dans la démarche des députés, mais on ne peut pas fixer une date. Hier, ils voulaient faire une séance sur autre chose, donc les députés de la minorité ont fait avorter la séance en faisant de la casse, comme ils ont dit, et comme ils ont promis aussi, pour les toutes prochaines fois, que la majorité ainsi que son président, le Garibodo, se proposerait de réaliser une séance sur X ou Y chose, à part fixer la date de convocation de Jacques-Guy Lafontaine. Alors, ce que Garibodo a expliqué, c'est qu'il y a toute une procédure pour décider, apparemment, selon ce qu'il a expliqué, en fonction des procédures internes, des règlements internes de la Chambre des députés, il ne peut pas lui-même décider la date de l'affaire. Là-dessus, je serais beaucoup plus confortable à entendre quelqu'un spécialiste ou quelqu'un qui maîtrise vraiment ça pour dire est-ce que c'est vrai, dans les règlements internes, le président de la Chambre basse ne peut pas tout seul décider de ça. C'est la conférence des présidents. Voilà, il va falloir maintenant qu'on trouve une formule. Je suis pas spécialiste de ça, mais je te dis que c'est vrai. Il va falloir qu'on trouve une formule de faire la conférence des présidents pour décider de tout ça. Là-dessus, il a raison, il peut pas décider tout seul. Il faut maintenant, pourquoi on n'arrive pas à mettre ensemble... Mais il le savait lorsqu'il annonçait que c'était déjà cuit, c'était dans le sac. Et que le Premier ministre allait être convoqué, il le savait, ça. Peut-être c'était pas assez prudent, puisque c'est pas lui qui va décider tout seul. Maintenant, il va falloir qu'on mette ensemble, qu'on fasse la conférence des présidents pour décider. Mais ce que j'aimerais... oui, vas-y. OK. Ce que j'aimerais souligner, le Parlement reste quand même un lieu de débat. Où on vient, on argumente, on fait valoir ses idées, etc. Et je n'ai pas compris pourquoi certains députés, à tort ou à raison, avancent sans détour la violence comme outil de pression pour imposer leur idée. C'est sans maquillage, hein. C'est clair qu'on va faire la casse et puis on va briser et puis pour qu'on fasse... Ça c'est condamnable, tout comme c'est condamnable de faire de la petite politique avec une affaire comme ça, malgré que tout est légal. D'un côté comme de l'autre, je suis d'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Quel est l'exemple que tu vas donner aux jeunes, par exemple, quand il y a les manifs ou dans d'autres contextes, il y a de la violence, on en parlait au début de la semaine encore, vous dites non, c'est pas correct, mais au Parlement, là, on devait vraiment faire avancer, faire venir les arguments, et puis on parle clairement, c'est sans détour, hein. On va casser, on va briser. On ne parle pas du Parlement québécois en Haïti. Le Parlement est le reflet de la société, là. C'est le Parlement haïtien, là. Qu'il soit au Québec ou ailleurs. Non, au Parlement, c'est le débat, c'est les arguments, tu vois. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le Parlement, c'est le reflet de la société. La société, en dehors du Parlement, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Hein? On va faire de la casse pour nous faire entendre. Il n'y a pas de structure bien établie qui permette à tout un chacun de faire valoir son point de vue de manière démocratique et de faire avancer la société en évitant les casses, en évitant les pneus, en évitant les jets de pierre, les ci et les ça. Mais c'est justement là le problème, parce que c'est vrai, le Parlement, c'est le reflet de la société, mais en principe, ça prend un élite, ça prend des leaders au Parlement qui donnent le ton, justement. Voilà comment vous faites ça dans la société, mais en principe... Il n'y en a pas, mon ami. Il y en a pas. C'est vraiment dommage. Il n'y en a pas. Et ça me fait penser à ma collègue Nancy Rock, qui, vous vous souvenez, avait utilisé cette fameuse expression en Haïti, en parlant de la bourgeoisie. Elle disait ça en créole en plus, bourgeoisie qui a bien en bouquite. Je me rappelle effectivement de ça. Tu te rappelles de ça? C'est pour te dire que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel, on n'a pas d'élite. Et quand on est dans une société sans élite comme ça, c'est comme tu as un corps sans tête. Tu vas nulle part. Parce qu'il n'y a personne qui réfléchit pour la masse. Il n'y a personne qui fait ça en Haïti. C'est pour ça que tout voum c'est dos. On fait ça c'est du petit n'importe quoi. Tant qu'à faire du n'importe quoi, on fait du gros, mais
C'est toujours du petit n'importe quoi. Alors que c'est exactement l'inverse que font certains pays qu'on veut prendre comme qu'on veut vraiment prendre comme modèle. C'est des élites qui se réunissent un bon matin, disent écoutez, voilà où on va, et dans tous les domaines, dans tous les domaines, social, politique. Tu crois que c'est comme ça que ça fonctionne ici? C'est pas de la magie. Non, c'est pas de la magie. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit vraiment arriver. Il y a un cadre qui est défini, très bien défini, tout le monde est d'accord avec ça, on va comme ça, et puis on ne sort pas de là. Voilà. Et si quelqu'un se propose, n'importe quel petit excité qui se propose de sortir du cadre, mais on va le sortir pour le bon. Ouais. Voilà. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit arriver, qu'on ait vraiment des élites un peu partout dans le pays qui puissent donner le ton, parce qu'il y aura toujours des désordres, de vagabondage et autres. Mais si vous êtes député ou sénateur ou parlementaire tout court et vous ne pouvez pas vous asseoir pour dire les choses et vous faites de la violence partout. La question que l'homme est né bon, là... C'est compliqué. Ah ouais, c'est délicat. On va espérer. On peut en discuter longtemps. Moi, comme je suis croyant, je vais prier. On va agir aussi un jour pour qu'on puisse voir des élites sérieuses en Haïti qui puissent prendre le lead des choses pour voir changer. C'est bien beau de croire, mais c'est toujours mieux d'agir. Alors, Geneva. Et comme ça, le bon Dieu va t'aider à réaliser tes actions. Absolument. C'est pourquoi j'ai dit on va faire les deux. On va prier en même temps et puis on va agir. Alors, on va agir et on prie. Alors, notre ami... On agit avant. Il y en a qui croient que... Prier, c'est agir. Non, c'est une espèce de... Non, mais c'est une espèce de zombification. Attends, on va pas entrer dans ça. Non, on va pas entrer dans ça, mais on va faire la transition vers la culture. Oui, justement. Écoutez, pour notre ami Joseph Guillet-Delva, qu'est-ce que vous avez comme commentaire à faire par rapport à tout ce qu'il a annoncé? Et puis, il est ici dans nos murs. Je l'avais dit, je crois que c'est de très belles annonces dans la mesure où ça se réalise. Effectivement, j'espère. Ouais, c'est très bien. Moi, j'applaudis ça. Sauf que le risque qu'il y a dans ça, et je questionne un peu la démarche, même si elle est noble. Je questionne la démarche qui est... J'espère qu'il n'y a pas quelque chose en arrière de ça. Dans quel sens? Servir du divertissement à la population pour oublier sa misère, pour oublier ses revendications légitimes sur le plan politique, social et tout ça. Michel Martelly faisait ça beaucoup. Il y avait combien de carnavals sous son règne chaque année? Il y en avait 2-3. Il servait du carnaval tout le temps. Les gens s'oubliaient et oubliaient que... sur le plan social, c'est pas Jojo. Sur le plan politique, c'est pas Jojo. Sur le plan des infrastructures, c'est pas Jojo. Les gens étaient soit dans des manifestations politiques ou soit au carnaval. Entre-temps, rien n'a été fait. OK. Moi, je ne voudrais pas qu'on en arrive là. On espère vraiment que non, parce que là, les problèmes sont réels. Et puis, il va falloir comme on disait tout à l'heure, qu'on se mette ensemble et voir comment on va faire avancer les choses. Par contre, je suis d'accord avec toi que c'est de très bonnes initiatives sur le plan culturel. Si M. Delva se donne les moyens de sa politique pour accomplir ces choses-là. Et puis, entre nous, c'est pas des choses extrêmement... Non, pas du tout. C'est pas des choses compliquées. Faire de l'animation, comme il a dit, c'est scandaleux. Le Mont Jean-Baptiste, par exemple, qui n'a aucun buste à travers la capitale, Port-au-Prince, sur la place Sainte-Anne où il a eu son premier concert. Des jeunes qui grandissent aujourd'hui en Haïti, ils entendent parler de Neumont Jean-Baptiste, mais ok, Neumont Jean-Baptiste, d'accord, mais c'est qui, c'est quoi, tu comprends? Ça, je trouve ça... Et puis, comme je disais, c'est pas des choses qui prennent 1 million pour se réaliser. C'est des choses qui prennent une décision et puis un moyen d'accomplir ça. Et mais puis, comment aucun ministre de la Culture, depuis que ce pays-là, et qu'on l'appelle pays, n'ait jamais pensé à ça? Comment? Ça, c'est une excellente question. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. À propos de Neumont Jean-Baptiste, justement, ou de Timano. Ça, c'est de bien d'autres. Ça, c'est une excellente question. On va voir dans les jours, dans les mois qui vont suivre comment ça va se réaliser. Moi, j'écoute Neumont Jean-Baptiste. J'ai beaucoup d'albums de Neumont Jean-Baptiste, que ce soit des albums originaux
ou avec Mini All Stars qui ont repris des titres phares de Nouveau Jean-Baptiste. Moi, j'ai tout ça, là. Remasterisé, interprété par X, Y, Z, un peu partout. J'ai tout ça, là. Mais Nouveau Jean-Baptiste, mais non. De toutes les façons, parce que j'étais intéressé à ça. De toutes les façons, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la culture, que ce soit sur le plan national ou pour vendre pas seulement une meilleure image, la réalité culturelle haïtienne à l'international, il y a beaucoup de choses à faire. Mais si on commencerait avec ces idées-là de Monsieur Delva, ça pourrait être un bon début. Ça pourrait être un bon début, par rapport à tout ça. Effectivement. On va espérer qu'il va se trouver les moyens de sa politique et puis on va surveiller pour voir comment ça va se réaliser dans les jours qui vont suivre. Bon, si M. Delva nous écoute, ben, il faudrait peut-être passer sur notre plateau. Comme ça, on pourrait en parler en détail. En détail et tout ça. Il pourrait nous préciser s'il n'a pas l'intention de dormir un petit peu le peuple, le faire oublier sa misère. On espère que non. On espère que non. Bon, voilà, il est 7h57, Jean-Étienne. Il faut commencer nos conclusions dès maintenant. Eh ben, il faut qu'on conclue les clics et les claques. Ça a été un grand plaisir, mesdames et messieurs. On va vous retrouver demain matin pour une nouvelle édition de nos nouvelles. On était sur Facebook et sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos commentaires. Vous avez le numéro sur WhatsApp affiché sur 438-395-1256 et on sera sur WhatsApp et YouTube dans quelques instants ce matin. On commence à recevoir de plus en plus de commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur WhatsApp. Et c'est assez intéressant. Mesdames, messieurs, à demain. Au revoir.